Bonjour à toutes et à tous, c'est impressionnant. Pas tant le monde qu'il y a là, mais aussi l'endroit et le contexte, hein. On est dans une énergie solaire dominante. Pour une fois, il n'y a pas de spot, donc on va faire des économies de ce côté-là, puisque la lumière rentre bien. Je vois que même les voisins, ils les ont presque éteints. De quoi on va parler aujourd'hui? J'arrive du salon nautique qui se passe cette semaine, donc c'est l'utilisation du vent. Pour les bateaux de plaisance ou pour les bateaux de course. Et là, on va essayer d'étendre un petit peu le débat et d'aller vers des réflexions sur la propulsion des navires de commerce ou de grandes croisières, les gros bateaux, qui étaient à la voile il y a quelques dizaines d'années et qui sont avec l'arrivée du moteur et des énergies fossiles devenus des bateaux à propulsion mécanique. Et puis une des idées qui n'est pas nouvelle, qui revient de temps en temps, c'est de... Bonjour, merci d'être venu aussi. C'est justement de réutiliser ces énergies-là pour faire avancer nos bateaux de commerce. Alors les enjeux, certains les connaissent bien mieux que moi, hein. Le transport maritime, ça représente 90% du transport de marchandises dans le monde, hein. La mer représente 75%, 71% de la surface du globe. Et donc, il n'y a pas des routes partout, il n'y a pas des chemins de fer partout. Le volume transporté a énormément augmenté dans les 10, 20, 30 dernières années, avec aujourd'hui un nombre de navires en mer impressionnant, hein. Des bateaux de plus en plus grands. On a vu récemment un porte-container avec je ne sais pas combien de boîtes posées dessus. Il ne faut pas oublier non plus le marché de la croisière avec des véritables immeubles flottants qui permettent d'emmener plein de passagers se balader dans des endroits parfois très insolites. J'ai eu l'occasion d'aller me balader dans les canaux de Patagonie sur un bateau où on n'était que 500 personnes. On a vu des bateaux beaucoup plus gros que ça. Et puis tout ça, ça représente énormément de consommation d'énergie fossile, du fioul lourd la plupart du temps, donc un pétrole très peu raffiné, mais un taux de CO2 assez important quand même à l'échelle de la planète. Alors vous allez me dire, on ne fait pas de feu sans fumée. Si on transporte autant de cargaisons, il faut bien que l'énergie pour la transporter vienne de quelque part. Les émissions, je ne vais pas vous rappeler tous les sujets qui sont abordés sur la COP21 en ce moment. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on fasse des efforts. Je parlais en ouverture de la non-utilisation de projecteurs ici, c'est déjà une bonne nouvelle. Je ne sais pas comment ils feront ce soir quand il fera nuit, parce qu'en ce moment il fait nuit tôt, mais bon, il faut vivre avec. Les enjeux pour tous ces moyens de transport maritimes, c'est l'incertitude sur le prix du pétrole principalement, puisque c'est l'énergie majoritairement employée aujourd'hui. Les gens qui utilisent, qui achètent du pétrole, quand le pétrole est pas cher, ils sont contents de mettre un peu de sous de côté, et puis quand le pétrole est cher, ils n'ont pas forcément de sous pour investir. Du coup, on a un peu de mal à faire avancer ces problématiques-là. Heureusement, je dirais, il y a un objectif de réduction des consommations et surtout des émissions, mais des consommations. 20% à l'horizon 2020, donc 2020 c'est dans seulement 5 ans, hein, c'est juste demain. Et des renforcements environnementaux, donc sur la limitation des rejets, et tant quantitativement que qualitativement. Donc maintenant, comment on fait ? Il n'y a pas de solution qui se dégage et qui fait l'unanimité aujourd'hui. Pour l'existant, faut déjà essayer d'optimiser, améliorer ce qui peut être amélioré sur une carène, améliorer ce qui peut être amélioré sur les superstructures pour réduire la résistance à l'avancement, autant dans l'eau que dans l'air. Les deux sont nécessaires. Améliorer le rendement des machines de propulsion également, tout en respectant les nouvelles contraintes environnementales. On a vu des nouvelles solutions de modes de propulsion.
Alors Wind Assisted Propulsion Vessel, c'est ce qui nous intéresse le plus, moi en tant que marin et voileux. L'utilisation du gaz, l'utilisation du solaire. Dans l'utilisation des techniques à voile, on a vu des choses différentes, on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, il y a des obligations d'efficacité avec les SEEMP, qui est un signe un peu troglodyte, mais c'est pas très grave. Et puis, il y a l'existant, mais il y a aussi les bateaux qu'il faut renouveler ou qu'il faut créer. Et donc, mettre au service de ces nouveaux projets des solutions qui existent en les améliorant, en allant un peu plus loin dans les réflexions, dans l'optimisation. On peut imaginer essayer de pousser en avant une boîte à chaussures. Si on lui casse les angles, ça va améliorer. On va commencer par ceux de devant, puis maintenant on va s'intéresser un peu plus à ceux de derrière. C'est aussi souvent là qu'il y a l'hélice ou les hélices sur les bateaux à moteur. Donc parmi les solutions pour demain, ce sont des solutions qui existent déjà aujourd'hui. Donc ce n'est pas les solutions de demain, c'est des solutions d'aujourd'hui pour les bateaux de commerce de demain. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est la propulsion vélique. Comment on va y arriver? On ne va pas y arriver tout seul. On peut prêcher la bonne parole, mais ce n'est pas toujours très efficace. Ça ne suffit pas. Donc ça va se faire en mariant des gens de cultures différentes, d'origines différentes et de problématiques différentes. À travers de l'innovation, mais on en parlait avec quelques-uns juste avant d'attaquer ici, c'est de plus en plus difficile d'innover parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été testées, parfois bien testées ou mal mises en œuvre. Donc il y a un peu toutes les problématiques. Si vous allez à l'INPI, rien que sur les moyens de propulsion utilisant l'énergie du vent, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de brevets. Il y en a certains qui sont, on peut les considérer farfelus, mais ils ont été brevetés, donc ils ont au moins ce respect-là. Et puis des solutions qui parfois sont très intelligentes, mais n'ont jamais été développées jusqu'au bout, ont été un peu bricolées par moi-même dans mon garage du coin. Et l'idée, c'est peut-être d'aller chercher, assembler des solutions différentes pour les intégrer dans un environnement local, mais international. Il y a des chantiers de construction qui font des très beaux bateaux en acier en France, mais aussi à l'autre bout du monde, en Corée, par exemple, avec des coûts de production qui sont très variables, mais peut-être aussi des technologies et du savoir-faire qui n'est pas toujours aussi bien utilisé qu'il pourrait l'être. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est justement de mélanger toutes ces solutions-là en mariant les cultures. Ça ne va pas se faire tout seul, ce qui veut dire qu'il y a une vraie prise en compte, prise de conscience à intégrer. Et investir un petit peu. Voilà. Alors pour certains, pour un directeur financier, souvent il a du mal à investir, il considère que c'est dépensé. Il va falloir pousser dans ce sens-là quand même, pour essayer, et puis on trouvera ensemble la moins mauvaise solution. Peut-être pas la meilleure, mais la moins mauvaise. On est convaincu, dans une certaine mesure, qu'une partie de cette évolution-là va passer par les matériaux composites. Les avionneurs l'ont déjà compris. Bon, eux, ils ont une vraie nécessité de gain de poids. Ils utilisent l'aluminium depuis très longtemps. Ils arrivent aux composites. Ils sont un petit peu en retard sur la construction navale des bateaux de course, mais c'est normal parce qu'ils n'ont pas on n'a pas les mêmes exigences que eux en termes de fiabilité. Nous, on peut se permettre de casser un bateau, on flottera toujours et on arrivera à monter dans un radeau de sauvetage. Un avion qui casse une aile, je crois que c'est pas la peine d'avoir des boudins gonflables qui sortent des portes de sécurité, ça ne servirait plus à grand-chose. Par contre, la compétition a toujours tracté la technologie. On le voit très bien dans la Formule 1, et ce n'est pas un hasard si Lotus vient d'être acheté par Renault. Renault, il fabrique la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, et il se sert aussi de la technologie et de la Formule 1 pour tracter tout son environnement et mettre une dynamique de recherche de performance, d'optimisation à travers ses équipes d'ingénieurs, bien évidemment, de tous les techniciens qui travaillent sur la construction des voitures. Et la course n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et on n'est pas pressé que l'iceberg fonde trop vite non plus, mais c'est un autre sujet. Donc la compétition, elle est un outil génial
parce qu'elle pousse tout le monde, les utilisateurs, mais aussi les ingénieurs, les concepteurs, à faire mieux que juste bien. Et les composites là-dessus peuvent nous permettre de faire des gains. Alors sur des bateaux de commerce, ce ne sera peut-être pas tout de suite des morceaux en fibre de carbone, mais déjà la fibre de verre est un produit qui est intéressant pour essayer de gagner du poids, notamment quand on va se retrouver à devoir mettre des gréements dans le haut, en l'air, au-dessus des bateaux, au-dessus des coques. Parce que, comme vous le savez, le problème de stabilité, il est de réussir à garder le centre de gravité le plus bas possible. Alors c'est déjà le cas sur des bateaux qui n'ont pas des voiles. Il y a des bateaux qui sont même obligés de ballaster pour rester stable et pour rester manœuvrant. Ce qui peut paraître aberrant pour un bateau à voile. C'est déjà une démarche qu'on a sur les bateaux de commerce, sur les bateaux de compétition de temps en temps, de mettre de l'eau sur le côté. Ça se fait aussi bien sûr dans les bateaux de commerce. Est-ce qu'on ne peut pas là aussi trouver moyen de faire avancer des bateaux en mettant moins d'eau dedans et mieux l'utiliser? L'aérodynamique et l'hydrodynamique sont des outils qui sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles. Il y a quelques années, soit on faisait des maquettes plus ou moins à l'échelle et on essayait de bricoler sur l'eau. Après, il y a eu les bassins de carène. Et puis maintenant, il y a du calcul numérique. Et je tiens à souligner la présence de la maison CD Adapco qui nous accompagne dans la mise à disposition de ces outils-là. Le calcul numérique, c'est une opportunité géniale d'essayer plein de choses en très peu de temps, si tant est qu'on a la puissance de calcul. Alors là aussi, ça consomme pas mal d'énergie. Il faut d'ailleurs des icebergs pour les refroidir, les ordinateurs, pour qu'ils ne crament pas avant d'avoir fini leur calcul. Mais par contre, ça permet quand même des choses très intéressantes. Au début en 2 dimensions, puis maintenant en 2 ou en 3 dimensions. Les bateaux à voile utilisent depuis longtemps ces systèmes-là et ces problématiques-là, notamment parce qu'un bateau à voile a besoin de l'interface entre 2 fluides, l'un compressible qui est l'air, mais très léger, très peu dense, et l'autre non compressible, en tout cas aux pressions qui nous intéressent, non compressible et très dense, l'eau. Et c'est la différence entre ces 2 fluides qui nous permet d'avancer. À nous, bateaux à voile. Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir aussi pour pousser des containers ou des passagers? Alors c'est un peu publicitaire tout ça. Merforth, c'est des ingénieurs. Il y en a 2 ici. Qui sont là aussi dans un... On a beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Et Denis, où est-ce qu'il est passé, Denis? Il se cache au fond de la classe. Denis qui les dirige, en tout cas qui fait tout l'encadrement. Nos 2 ingénieurs ici, mais l'autre également, ont une double formation, ingénieur mécanique, donc ENSAM et ICAM, et Archi Naval de Southampton. Ce qui veut dire qu'ils ont la problématique de la conception d'un bateau, voile ou moteur, ça ne les dérange pas beaucoup, et des problématiques de résistance de matériaux, de bilan de masse, qui sont bien évidemment au cœur de l'optimisation d'un bateau, avec en plus des outils qui sont indispensables aujourd'hui et qui complètent leur savoir en ingénierie, qui est ce qu'on appelle un VPP, donc un programme de prédiction de vitesse, qui va marier tous les problèmes de l'aéro, tous les problèmes de l'hydro, pour faire une balance. En fait, c'est jamais qu'une machine qui trouve un point d'équilibre pour être capable de dire avec telle puissance de moteur, telle force de vent et tel angle avec le vent, on est capable d'aller à telle vitesse. Et donc nos 2 lascars, là, si vous voulez bien vous lever, d'ailleurs Olivier et Martin, ils sont timides, ils sont plus à l'aise devant avec leur souris. Quoique, c'est pas si vrai que ça d'ailleurs, ils sont pas mauvais. Voilà, donc en fait, Merforth est une société sœur de ma société originale qui était Meragité, qui gère toujours d'ailleurs des bateaux de course sur des programmes de compétition, notamment sur le Vendée Globe. On a gagné les 4 derniers Vendée Globe. On a fait également beaucoup de multicoques dans les années 2003-2006. Et forcément, quand on conçoit des bateaux dans ces catégories-là, qui sont des catégories prototypes, on est amené à essayer des choses pour aller chercher de la performance sur la technologie, sur le sportif bien sûr, mais sur la technologie aussi. Et on a été amené plusieurs fois à trouver des solutions
qui étaient, on va dire, des mariages de choses existantes pour aller optimiser alors un gain de poids, une fonctionnalité, une fiabilité. Une notion qui est très importante pour moi sur de la course au large, qui est la service. Il n'y a pas de mot français pour ça, mais ce que j'appelle un système qui soit serviciable. C'est-à-dire qu'un système très sophistiqué mais totalement incompatible avec l'intervention humaine en situation réelle d'utilisation est quelque chose qui n'a aucun sens pour moi sur un bateau de course. Quand vous avez un bateau qui gigote dans tous les sens, qui marche toujours à 20-30 nœuds et qu'il faut aller bricoler dessus, s'il n'est pas conçu dès l'origine pour qu'on puisse intervenir dessus et changer une pièce d'usure qu'on n'a jusque-là pas su gérer différemment, cet équipement-là n'a pas sa place sur le bateau. Donc dans les réflexions de conception de l'ensemble des bateaux qu'on a fait, on a été amené à répondre à plein de ces problématiques-là. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. L'ingénierie, c'est un outil au service de toutes ces problématiques-là pour aller chercher de la fiabilité. Et donc, parmi les bonnes solutions qu'on avait trouvées pour nos propres bateaux et nos propres compétitions, nos concurrents, des fois, venaient nous voir et disaient tiens, je voudrais t'acheter ça. Et donc, on s'est dit tiens, il y a un moment, tout ce savoir-faire-là, on l'a, on s'en sert et on va aussi le mettre à disposition de nos concurrents, pourquoi pas, mais aussi d'autres problématiques. Et on en revient au sujet de cette intervention. Comment on peut mettre notre connaissance des bateaux à voile, de la propulsion vélique et de l'optimisation issue de la compétition au service de gens qui ont besoin d'aller chercher ces modes de propulsion pour améliorer une consommation énergétique juste devant. Et donc Merforth est né comme ça. Et on a eu la chance, Denis et moi, de croiser la route d'Olivier et puis plus récemment de Martin et de Quentin, mais j'ai pas vu Quentin, je crois qu'il est pas là, qui sont sous leurs airs de petits jeunes déjà très bien structurés. Ils ont eu la chance d'aller à l'école, c'est pas mon cas, et du coup on fait aussi une association de malfaiteurs. Eux ont déjà beaucoup de savoir et beaucoup de créativité. Et moi, je suis un peu le casse-pied de service. Je sais faire que ça, donc j'essaie de bien le faire avec eux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a depuis quelque temps l'appui de CD Adapco à travers Star CCM+, donc logiciel de calcul aéro et hydro. Et on a depuis le début un partenariat avec Dassault Systèmes qui nous met à disposition le logiciel CATIA, toutes options, y compris les calculs éléments finis, matériaux composites et tout ça. Ce qui nous permet d'être vraiment au top et ce qui nous permet de continuer de faire des beaux bateaux de course. Et on a envie, moi j'ai depuis longtemps, et c'est un peu l'origine de mon surnom de professeur, de partager avec d'autres univers tout ce savoir-faire. Les outils, certes, mais les outils, ça ne reste que des outils, mais surtout la nécessité d'optimisation. Alors, nos premiers clients, quand on les a vus arriver à Merforth, ils nous disent attention, moi j'ai pas d'argent, donc me fais pas un système de bateau de course. Je dis mais donne-moi juste tes critères et nous on s'adaptera à trouver la moins mauvaise solution par rapport à tes besoins et par rapport à tes critères. Alors ça peut être le poids, ça peut être la fiabilité, ça peut être le prix. Et ben voilà. Notre métier mon métier de compétiteur, c'est de m'adapter à un environnement et d'aller chercher la moins mauvaise solution. La meilleure, on en rêve tous. Et donc, on va continuer de rêver, mais il faut travailler beaucoup pour ça. Donc, les principaux domaines d'expertise technique, j'en ai un petit peu parlé. Hein. On a les outils qu'il faut et on a les gens qui sont derrière qui vont bien aussi. Donc un partenariat depuis très longtemps avec Dassault Systèmes, CD Adapco et puis d'autres logiciels, y compris certains pour lesquels on collabore directement dans l'élaboration du cahier des charges. C'est le cas notamment de Maxi. Donc Maxi, c'est une société française à l'origine qui a été quasiment la première à faire des logiciels de routage, d'optimisation de trajectoire pour bateaux à voile. Si vous regardez dans la littérature et dans la bibliographie, les premiers algorithmes d'optimisation de trajectoire n'étaient pas faits pour les bateaux à voile et pas plus pour les bateaux de course, mais étaient faits pour les bateaux de commerce pour optimiser la façon dont ils devaient contourner les noyaux de houle.
parce que y en a qui le savent beaucoup mieux que moi. Quand les vagues sont trop grosses, vous ne voulez pas aller au régime le plus élevé. Donc vous êtes obligé d'aller moins vite. Et s'il y a un gros noyau de houle, une zone avec des vagues très fortes, vous allez le laisser passer ou le contourner. Et le premier algorithme de routage que l'on connaît, il était fait pour ces bateaux-là et pour ces problématiques-là. Donc la partie bateau à voile, la logique est le même, c'est-à-dire l'algorithme, la base de l'algorithme est la même, mais nous on s'en sert pour aller vite, sur l'eau à la voile exclusivement, puisque en course on n'a pas le droit d'utiliser le moteur pour la propulsion, et en partenariat avec Maxi, ils ont élaboré une version donc, de Time Zero qui permet d'intégrer le mixte bateau à moteur et voile, c'est-à-dire vraiment un modèle hybride. Alors vous prenez, la plus connue c'est la Prius, mais bon maintenant il y en a beaucoup d'autres, qui va jouer sur les deux tableaux, être capable de mettre un peu moins de moteur et pousser un peu plus à la voile. Voilà, donc toutes ces choses-là, nous on travaille avec ces gens-là. Eux ils développent et après nous on peut les utiliser. Donc du bassin de carène numérique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est très joli, ça fait des belles images. Moi, j'y comprends pas grand-chose. De la simulation des aéros. Alors ça peut être des voiles, ça peut être des ailes épaisses, ça peut être des châteaux de cargo, ça peut être même des superstructures ou des formes générales. Et puis je vais me permettre de vous dire quelques sujets sur lesquels on a le droit de communiquer un tout petit peu, sur d'autres dont on n'a pas le droit de parler, mais donc on n'en parlera pas. On est intervenu grâce à Michel Chapalin, que je voyais tout à l'heure, mais je ne sais pas où il est là-bas derrière. Voilà, merci Michel d'être là aussi, pour aider l'équipage du Club Med à optimiser l'usage de ces voiles pour justement aller chercher les 20% d'économie d'énergie qui sont amenés à trouver d'ici 2020. À travers, alors la démarche a été d'inciter les équipages formation marine marchande qui n'ont aujourd'hui plus aucune formation d'utilisation des bateaux à voile. Soit ils font de la voile à côté et ça leur sert quand ils sont à la passerelle, soit ils ne savent pas ce que c'est qu'un bateau à voile, à part si ils savent que c'est un emmerdeur qui est prioritaire dans pas mal de situations. Donc là aussi, on peut se poser la question, et on en revient à certaines problématiques tout à l'heure, de se dire il faut que là aussi, il y ait une prise de conscience des systèmes de formation. Donc les écoles de marine marchande en France devraient, à mon sens, ne serait-ce qu'en termes de culture générale, remettre de la voile. Récemment, j'ai vu le patron de l'école navale à Brest. Donc là aussi, c'est des gens qui sont censés être formés pour être ingénieurs, mais aussi pour être officiers sur des gros bateaux. Et ils ont une formation qui est obligatoire, une formation en voile qui est obligatoire dans leur cursus. Et moi, j'ai bien poussé sur le patron pour que ça reste, parce que forcément, ça coûte, c'est compliqué, ça prend du temps, on est mouillé, c'est pas toujours possible. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental pour les générations d'aujourd'hui, mais aussi pour les générations de demain qui vont devoir se retrouver à utiliser ces systèmes-là. Sur le Club Med, je parle sous ton contrôle, Michel. Je crois qu'il y a un officier qui est en charge du système de voile, qui souvent d'ailleurs est un jeune voileux. Il y a dans les deux équipages, j'en ai croisé, j'ai pas croisé les deux, mais j'en ai croisé un, qui est un gars qui a fait de la compétition en optimiste notamment, optimiste et 420. Et du coup, il s'est retrouvé quasiment désigné d'office, volontaire et désigné d'office pour s'occuper de ça. On est également intervenu sur Club Med 2, c'est un petit peu laborieux, mais donc sur mon autre casquette avec Meragité, on a déposé un brevet de penon électronique. Alors pour ceux qui font un tout petit peu de voile ou de planeur aussi d'ailleurs, parce que un penon c'est le petit brin de tissu ou de laine qui flotte dans l'air et qui permet, d'ailleurs sur les avions, sur les avions d'essai, ils ont les mêmes systèmes ou un système proche. C'est un petit brin de laine qui va visualiser l'écoulement. Alors en soufflerie, on peut jouer avec de la fumée, on peut jouer avec
d'autres systèmes. Ce petit penon reste encore le truc le plus rudimentaire, mais le plus efficace pour connaître l'état de l'écoulement laminaire ou turbulent. Sur les avions, même l'Airbus A380, ils utilisent des petits fils avec des petits cônes plastiques. Ils filment l'aile pendant que l'avion vole et après ils dépouillent les images. Ce qui fait que c'est un temps de traitement, une nécessité de volume de stockage énorme, de temps de dépouillement très long. Avec le petit penon électronique, vous avez la même info, mais en temps réel et de façon électronique. Quand j'ai raconté ça à un des ingénieurs d'essai en vol d'Airbus, il m'a dit c'est génial, comme ça on va pouvoir faire des essais du fonctionnement des fluides autour de nos ailes, y compris la nuit. Et en hiver, par exemple, on gagne pas mal d'heures de travail. Donc ce petit capteur-là permet, surtout sur le Club Med où la passerelle est à l'avant, à l'équipage de pouvoir suivre le réglage de ces 5 voiles, 6 voiles d'ailleurs, parce que là il y en a une qui n'est pas 7 voiles même. Il y en a le grand génois devant et puis la grand voile sur l'artimon ne sont pas déployés sur cette photo-là. Ça leur permet de suivre le réglage des voiles. Et qui dit réglage dit optimisation. Et nous, si on n'avait pas de penon, aujourd'hui, on gagne. Aujourd'hui, un bateau de course qui n'a pas de penon dans ses voiles, il ne gagnera aucune course. Jamais. Il n'y arrivera pas. C'est pas possible. Et donc, moi, j'avais souhaité développer ce système-là. J'avais demandé à un de mes ingénieurs de me trouver une solution pour pouvoir faire le Vendée Globe en chaussons. Alors, c'est pas. C'est presque une. C'est une boutade, mais voilà, le but du jeu, c'était que de jour comme de nuit, on passe beaucoup de temps à l'intérieur dans les bateaux en solitaire, un peu comme là, à la passerelle, complètement à l'avant du bateau. Et moi, je voulais pouvoir suivre le réglage de mes voiles de façon électronique, ce qui veut dire qu'une fois qu'il y a un signal électronique, on est aussi capable de mettre des seuils, de mettre des alarmes, et donc d'être prévenu et d'être beaucoup plus efficace, tout en respectant, parce qu'on n'a pas ces problèmes-là sur les bateaux de commerce, tout en respectant le fait qu'on n'a pas d'assistance à la manœuvre des voiles. Un bateau de course à la voile, ça manœuvre avec le vent qui souffle dans les voiles, et les voiles sont manœuvrées seulement par la force de l'équipage. Donc on n'a pas le droit d'avoir une assistance là-dessus. Il y en a une sur le pilote automatique, c'est déjà une dérogation. Il y en a une sur la quille, sur les ballasts, c'est une dérogation. Sur la manœuvre des voiles, pour le moment, il y a des bateaux avec des dérogations, les wally, notamment les bateaux de croisière, qui ont le droit de faire des régates où à la fin de la journée, on a mal aux doigts à force d'appuyer sur les boutons. Et donc ce penon-là peut régler ce problème-là. Est-ce que peut-être Michel, tu veux dire un mot sur cette collaboration ? Oui, c'est une collaboration qui continue, je crois. Les réglages des voiles continuent et le projet est toujours en cours. Donc, je crois que tout l'équipage était content en fait de voir qu'on pouvait, grâce aux voiles, optimiser en fait le rendement énergétique du navire, quoi. Pardon. D'accord. Donc voilà, excusez-moi, oui. En effet. Oui. La collaboration est toujours en cours, je pense, et puis l'équipage est très content de pouvoir améliorer l'efficacité énergétique du navire grâce à tout ce qui a été fait. Puis le VPP qui est aussi en place, les penons électroniques qui peuvent permettre de voir l'efficacité, c'est vrai que de nuit du navire, parce qu'en plus la passerelle est devant, donc on ne voit pas les voiles quand on est à la passerelle. Donc voilà, c'est une bonne collaboration pour Club Med. Et pour continuer sur Club Med, par exemple, sur les bateaux de commerce, il y a beaucoup d'hélices à pas variables. Et en fait, dans leur procédure à bord de ce bateau-là, donc c'est des moteurs électriques alimentés par des groupes, dans leur procédure, ils étaient obligés de mettre les pales à zéro pour arrêter les moteurs. Et donc, pour un bateau à voile, une fois qu'on a déployé les voiles, c'est un peu compliqué d'arrêter complètement le bateau. Et quand ils ralentissaient suffisamment et qu'ils arrivaient à mettre les pales en drapeau, ils perdaient le contrôle parce que forcément le flux d'eau qui arrivait sur le safran était complètement pourri et perdaient le contrôle du véhicule. C'est le cas de le dire, un peu comme sur de la glace. Et donc on a essayé de réfléchir à des solutions pour qu'au lieu de passer par un stade avec les pales d'hélice à zéro, aller au contraire tout de suite avec les pales en drapeau, ce qu'ils sont capables de faire une fois qu'ils sont sous voile. Mais ça posait pas mal de problèmes par rapport au système électrique et tous les systèmes de sécurité à bord. Mais voilà, par exemple, un type de réflexion de se dire,
ok, je vais être capable d'avancer avec que les voiles. Je crois qu'ils ont fait une traversée de l'Atlantique récemment à 13 nœuds de moyenne avec quasiment que les voiles. Ce qui est quand même génial. Mais il y a encore des problématiques entre passer de tout moteur à tout voile. Voilà, c'est des réflexions qu'on a amenées avec eux comme ça. L'autre dossier qui nous intéresse un peu plus en ce moment à Merforth, pardon, est le projet Neoline, qui est l'image de droite. Alors vous voyez déjà sur cette image quelque chose qui est très intéressant pour moi. C'est que vous savez, quand les voiles elles poussent vers l'avant, c'est simple et ça fait du vent arrière. Si vous voulez progresser et faire un peu mieux que du vent de travers, ce qu'étaient capables de faire les bateaux au début du siècle, hein, si vous regardez les grands bateaux à voile, aujourd'hui on a le Belém ou l'Hermione est beaucoup plus vieux comme concept, mais c'est des bateaux qui, dès qu'ils arrivent au vent de travers, ils dérivent bien plus qu'ils avancent. Et forcément, ils n'ont pas de capacité à remonter au vent. Ça a d'ailleurs été un grand problème et l'origine du mythe du Cap Horn, hein, parce que les bateaux, ils essayaient de passer dans le Pacifique en tirant des bords, mais comme ils ne remontaient pas dans le vent, ils faisaient du vent de travers, ils restaient là longtemps, ils se faisaient casser la figure, ils cassaient les mains, à tel point que certains partaient par l'Indien. Donc ce qu'on voit ici, c'est que ça ressemble beaucoup à des anti-roulis que vous avez sur beaucoup de bateaux de commerce, mais là, ils sont mis verticaux pour faire office de plan anti-dérive, pour être le contre-pouvoir du vent qui souffle dans les voiles. C'est évident que nous, quand on travaille sur un projet comme ça, on s'intéresse aux voiles parce que c'est la question qui nous a été demandée, mais forcément, on est obligé de regarder ce qui se passe en dessous. Sinon, ça n'a pas de sens de s'intéresser à la propulsion d'un bateau à voile s'il ne fait que dériver. Et la dérive, on sait ce que c'est en voile, mais on sait ce que c'est aussi dans la vie, et c'est pas bon, ça va pas dans le bon sens. Neoline, qui prend la parole? Bonjour, donc, je m'appelle Michel Perry, donc je suis un des porteurs de ce projet Neoline. Donc Michel a très bien mis en perspective le rôle que la voile a joué pendant des millénaires, et c'était le seul moyen. Cette voile de travail, j'ai horreur du terme vieux gréement, cette voile de travail a satisfait à tous les besoins de transport pendant 5000 ans, en gros, et s'est arrêtée brutalement il y a 120 ans, parce que remplacée par la propulsion mécanique. Et donc aujourd'hui, on fait face à des obligations de réduction, etc. Donc la marine marchande est un émetteur qui est proportionnellement peu émissif. On n'a pas parlé de tonnage en valeur absolue. La marine marchande, c'est 8,5 milliards de tonnes par an transportées. Donc c'est relativement peu émissif, mais émissif quand même. Donc une obligation de réduire. Donc nous nous sommes trouvés à quelques-uns. Certains ont fait des études chez nous et d'autres pas. Et on a essayé d'être bienfaiseurs, nous. On a essayé d'être bienfaiseurs, on a réfléchi ensemble. Et on est arrivé donc devant cette obligation d'être moins émissif. Il y a toujours, à tout problème technique, il y a plusieurs pistes de recherche. Donc il y aura à terme plusieurs solutions. Et nous, on s'est penché vers cette solution de la voile de travail parce qu'elle nous est apparue immédiatement disponible. On sait qu'elle existe. Donc cette voile de travail qui a été brutalement arrêtée il y a 120 ans, a été en parallèle, s'est développée la voile de compétition, la voile de loisirs et de sport. Et cette voile de compétition, depuis quelques décennies, est passée dans des échelles beaucoup plus grandes. Donc on a des mâts aujourd'hui qui font 40 mètres, donc des choses qui sont transposables sur un navire de commerce. Donc le pari, nous, marine commerce, puisque nous sommes 9, donc il y a une majorité de marine commerce, c'est donc la pertinence, la conviction que cette voile de travail est immédiatement disponible et réhabilitable avec l'aide de gens comme Merforth, comme Michel, Denis, etc., avec qui et tous les autres d'ailleurs, parce qu'en fait on se connaît tous. Hein. Ça c'est un autre aspect de notre métier, on se connaît tous. Patrick qui va parler tout à l'heure, on a construit des gros cargos à propulsion mécanique en Corée ensemble. Enfin, on se connaît tous, c'est un peu, c'est un tout petit milieu, voilà. Et donc on s'appuie, alors avec une différence, la voile de compétition, pardon, ils allègent. Nous, voile de travail, nous devons transporter du fret. Donc il y a une limite, il y a une sorte de contradiction, voilà, que l'on résout notamment en allant chercher, voilà. Donc nos réflexions nous ont mené à dessiner ce que vous voyez un peu sous les yeux. Il y a peut-être d'autres vues, je ne sais pas. Donc, comme disait également Michel, les innovations, il y a des gens qui réfléchissent sur nos sujets depuis des millénaires. Donc, c'est difficile d'être totalement innovant.
Par contre, l'innovation, ça peut consister aussi à combiner des choses qui n'avaient jamais été combinées ensemble en tenant compte de la pertinence. Donc, sur ce que vous voyez, on a adopté le gréement duplex qui a été décrit en 1958 par un Belge. Quel clin d'œil à Patrick. Voilà. On a adopté les fameuses dérives que Michel vous peut montrer dessous, en fait, qui ne sont autres que des stabilisateurs qui existent sur des navires de commerce à cette échelle-là. Donc, ils sont des équipements industrialisés, donc fiables, hein, dont on a détourné l'orientation, on les a mis en dérive. On a adopté voilà, quelque chose, quelques combinaisons. Je ne sais pas s'il y a d'autres visions. Donc, on a une propulsion diesel électrique comme le Club Med, puisque Michel Chapalin, on se connaît aussi, on sort de la même école. Voilà. Donc, je remercie d'ailleurs Merford de cette occasion. C'est la première occasion, mais c'était un choix de notre part, de communiquer publiquement sur le projet, sur la société, puisque la société existe, Neoline. Vous avez la primeur. Merci. Et puis on va donner la parole à Patrick qui vient d'être cité. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu fais avec, ce qu'on fait ensemble? Voilà, merci Michel pour cette occasion de présenter en fait la société Propel Wind. C'est une société qui a été créée en 2011, qui est basée à Plumeur, donc au centre de la technologie française de course au large et de compétition. Et on a allié donc Merford, VPLP, Jean-Luc Nélias, HDS, enfin la fine fleur de la technologie course au large, pour prouver qu'effectivement, il y a moyen d'utiliser le vent pour la propulsion principale de navires spécialement conçus pour, mais dans certaines limites de type de navire et de charge utile, du moins pour le moment. Alors, je ne sais pas ce que tu as mis comme slide. Bon, d'accord. Oui, d'accord. Donc, en clair, le maître mot de Propel Wind, c'est d'utiliser les compétences de la course au large. Et on a été convaincus, de par l'exercice qu'on pratique depuis 2011, que les deux gros avantages de la voile de compétition, un, ce sont des gens efficaces qui savent dompter le vent, harness the wind, comme disent les Anglais, et qui est effectivement quelque chose qui effraie les gens qui pratiquent les éoliennes, enfin les turbines à voile. Et la deuxième, c'est un domaine qui intègre naturellement l'hydro et l'aéro. Vous allez chez les industriels, il y a un département A qui s'occupe de l'hydro, un département B qui s'occupe de l'aéro et un département C qui s'occupe de les combiner. Pareil pour les projets européens, et ça c'est spécifique à la voile de compétition. Comme dit Michel, on est obligé de faire mieux que le compétiteur, et ça s'est effectivement révélé dans l'exercice qu'on a fait ensemble. Alors je pourrais encore tenir 6 heures, mais je ne crois pas que j'ai 6 heures. Seulement en introduction. Donc, voilà. Nous restons convaincus que c'est un bon exercice, même si la vie est difficile maintenant, mais ça, je suppose que tu vas en parler. Non, je crois qu'on va surtout laisser la parole à la salle. Merci Patrick. On va proposer, s'il y a des questions dans l'Assemblée, puisqu'en fait, dans 10 minutes, on est remercié d'ici. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Bonjour. Pardon pourquoi nous avons arrivé tard. Je ne sais pas, l'avais expliqué au début, mais on a évoqué la question de les émissions, surtout avec ce projet que vous avez parlé, les Neoline. Quelle est vraiment les émissions que vous avez déjà un calcul de la réduction d'émissions que vous obtiendrez et aussi ce type de bateau, il peut amener jusqu'à quel nombre de tonnes? Alors voilà, on va rentrer dans la quantification, ça c'est bien. Donc ce projet-là a plusieurs. Donc il y a un gros effort dans la conception, mais également dans la façon de conduire le navire. Dans le choix de l'équipage, Michel a très bien parlé. Donc dans le choix de l'équipage, le choix des routes, et en mettant à bord des systèmes
permettant toujours l'intervention de l'homme. En fait, on se retrouve sur tous les sujets. On a affronté les mêmes éléments ou le même élément, donc quelque part, ça doit forger un peu. Donc ici, avec une vitesse commerciale de 11 nœuds, l'objectif qui nous paraît tout à fait réaliste et que les études que l'on a effectuées jusqu'à maintenant prouvent comme réaliste, c'est 90% de réduction des émissions. Voilà. Hein. Oui, alors le choix de route, la troisième condition, c'est le choix des eaux fréquentées. Donc c'est de la navigation océanique. En fait, il ne faut pas tomber dans des zones de calme de vent. Il faut qu'il y ait du vent. Je n'irai pas jusqu'à dire peu importe la direction, mais s'il y a du vent, on s'en sortira. Parce que par conception, on a choisi un modèle qui permet de l'exploiter. Voilà. La chose que je n'ai pas dite sur Neoliner, alors Neoline est la société, Neoliner c'est le navire. Jusqu'au printemps dernier, nous avons développé tout ça en ressources internes. Voilà. Et c'est depuis quelques mois seulement que nous faisons plancher des gens comme Merfort, comme Michel Chapalin, comme d'autres gens ici, sur nos sujets. Et jusqu'à maintenant, les calculs semblent dire que nous ne sommes pas totalement dérangés. Voilà. Oui, bonjour, j'ai une question. À propos de l'intérêt des grands armateurs actuels, les CMA, CGM et consorts, pour ce type de solution, est-ce qu'aujourd'hui ils participent à des financements? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Et quelle application possible dans les prochaines années? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Quand le pétrole est pas cher, ils engrangent des bénéfices. Et quand le pétrole est cher, ils n'ont plus d'argent à dépenser pour faire de la recherche et du développement. Donc voilà, donc le but du jeu, c'est de se dire il faut qu'on les aide à apporter des solutions. Aujourd'hui, sur des bateaux de commerce, moi je ne sais pas faire, c'est pas du tout mon métier, c'est pas notre savoir-faire. Sur des bateaux déjà à voile comme le Club Med ou des projets à venir comme un de ceux sur lesquels on travaille, voilà, il y a des choses à faire. On sait que ça coûte, et le bilan économique n'est pas simple. On réfléchit, il y a des bateaux à voile souple, mais une voile souple ça s'abîme et donc il faut la remplacer. Tu peux imaginer des ailes rigides, tu te dis c'est une pièce qui se détruit pas, il y a quand même des systèmes qui s'usent, donc il faudra en tenir compte, mais ça coûte un peu plus cher que des voiles. Voilà, c'est un bilan économique au final. De mon point de vue, je rêverais que le pétrole il soit à 200 ou 300 $ le baril. Le problème il serait réglé, il serait obligé d'aller vers ces solutions-là. Maintenant, comment tu les amènes à ces solutions-là avant qu'on soit à 300 $ le baril? C'est ça l'enjeu. Alors il y a des solutions réglementaires, mais on aimerait que ça aille un peu avant, que ce soit en amont des règlements, tant qu'à faire. C'est comme la capacité de l'intelligence de l'homme. Oui, bonjour. Juste une question, est-ce que vous explorez la piste des cerfs-volants comme sur les kites? Alors, nous, on n'a pas travaillé là-dessus. Il y a déjà des gens qui ont travaillé dessus. Moi, j'ai un petit peu de mal à y croire parce que quand vous savez comment ça fonctionne un cerf-volant, c'est pas si simple que ça. Ça a pas mal d'inconvénients aussi. Mais il n'y a pas de solution miracle. C'est ça qui est intéressant aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, que ce soit les cylindres de Magnus, les kites, les ailes. On a même vu des projets arriver où c'est carrément l'ensemble de la carène qui a une forme de profil d'aile, un profil symétrique bien sûr. Voilà, ce qu'il faut, c'est y réfléchir ensemble, parce que on a beau être tous très intelligents, je parle de toi, pas de moi, on trouvera la solution ensemble, pas tout seul. Je peux compléter sur les deux questions. Le cerf-volant, donc j'ai navigué dans une compagnie sur laquelle nous avions deux navires qui faisaient une route véliquement idéale, qui descendent aux Antilles en descendant un peu sud et qui remontent vers l'Europe en remontant donc un peu plus nord. Donc on a étudié ce sujet-là, mais en refit, sur un navire qui existe déjà adopté. Donc la phase, alors déjà ça ne sera jamais de la propulsion principale, ce n'est qu'un appoint, donc des objectifs de réduction qui sont affichés, affirmés à 20%, voilà. Mais avec une phase très délicate, c'est le début du déploiement et la fin de récupération. Parce que quand vous approchez la voile du navire, le vent, il y a des révolins, donc le vent est perturbé, et donc un risque de destruction de l'aile. Donc
Donc si vous détruisez l'aile, le retour d'investissement sur l'aile ne sera jamais atteint. Voilà. Pour revenir sur la question précédente, les gros armateurs, les gros CMA, CGM qui a été cité, eux, ils ont fait un choix d'effet d'échelle. Ils ont fait une course au gigantisme pour être proportionnellement moins émissifs. N'empêche qu'ils restent émissifs. Donc, je reviens à notre sujet puisque j'ai le micro. Je n'ai pas parlé de capacité. Donc, nous sommes, volontairement cantonnés à une taille. Bon, pour l'instant, notre projet est cantonné à 136 mètres. Le premier navire sera de cette taille-là parce que nous n'utilisons que des choses, comme j'ai déjà dit, déjà industrialisées, parce que nous pensons que c'est un démonstrateur à la bonne échelle, mais nous, à la bonne échelle technique. Par contre, nous n'atteignons pas cet effet d'échelle économique des gros armateurs. Donc, compétitivement, c'est un peu compliqué, surtout avec le contre-cycle pétrolier qui devient un cycle, du coup. Voilà. Par contre, l'objectif, l'ambition de Neoline, de notre société, c'est de mettre en place un modèle. Ce n'est pas seulement de construire un démonstrateur. En Neoliner 1, c'est de mettre en place un modèle. Et une fois que le premier est construit, effectivement, d'extrapoler, d'adapter et de développer et d'atteindre cet effet d'échelle. Oui, bonjour, juste une petite question par rapport au... 5300 tonnes, parce que mes camarades veulent absolument que je précise. 5300 tonnes de port en lourd. Donc une question vis-à-vis des systèmes de contrôle en fait pour tout ce qui est voile. Donc ça me semble peut-être un peu plus compliqué que ce qui existe aujourd'hui au niveau de tout l'asservissement, etc. Est-ce qu'au niveau de l'électronique et de la gestion de l'énergie sur les bateaux, c'est pas aussi une révolution? Est-ce que c'est à peu près au point aujourd'hui ou pas? L'électronique et l'informatique nous a quand même énormément aidés, avec des systèmes automatiques qui sont quand même beaucoup plus performants en termes de rendement énergétique, c'est-à-dire de bonne utilisation de la propulsion, qu'elle soit avec du vent, mais aussi avec des machines. Maintenant, à travers des solutions de propulsion véhicule, on peut aussi réfléchir à des systèmes qui, pardonnez-moi mon langage, mais qui s'auto-démerdent. C'est-à-dire faire des systèmes qui sont en équilibre, où tu n'as plus qu'à ajuster l'équilibre. Il y a quelques dizaines d'années, avant que les pilotes automatiques électriques existent, il y avait des conservateurs d'allure qui n'utilisaient pas d'énergie électrique. Ça n'existait pas, de toute façon, ces systèmes-là, ils n'existaient pas. C'était une pale qui transmettait un peu d'effort à un autre système avec un effet Flettner qui après entraînait le gouvernail. Et ça se débrouillait très bien et ça barrait très bien. À l'échelle de la vitesse de ces bateaux-là. Voilà, on peut aussi, sur des problématiques d'orientation alors sur des voiles, ça va être compliqué, mais sur des ailes, c'est possible, faire des systèmes qui soient quasiment auto-asservis et qui aient besoin de très peu d'énergie en plus pour les faire tourner. Un des problèmes, par exemple, du bateau qu'avait le commandant Cousteau, la Calypso 2, l'Alcyon, pardon, merci. Il nous vendait un tube et puis un espèce de bord de fuite orienté, mais très souvent, il omettait de dire qu'il y avait besoin d'un aspirateur pour que ça fasse une propulsion vers le côté. Voilà, mais c'est ça. Donc comment est-ce qu'on arrive à utiliser le vent en allant un peu plus loin qu'être encore obligé d'avoir des gros vérins, des gros treuils, tout un tas de systèmes. Et il y a des solutions qui existent. Un des enjeux, par exemple, du bateau de la Coupe de l'América, alors l'aile, on n'a pas le droit de changer sa géométrie, mais le reste du bateau, avec ses foils et ses safrans et ses gouvernes de profondeur, en fait, plus le bateau est instable dans l'axe de tangage, plus il va être rapide intrinsèquement. Jusqu'où l'homme est capable de régler en temps réel cette instabilité-là. Il y a des systèmes de palpeurs sur certains bateaux à voile, notamment les motafoils. On n'y a pas droit sur la Coupe de l'América. C'est à l'homme de suppléer ça. Il y a des systèmes qui peuvent être utilisés pour des ailes rigides, pour les rendre quasiment autonomes, y compris dans la gestion de la surpuissance et tout ça. Pour rebondir sur ce que vous disiez, il existe un projet en Californie de ferry à San Francisco, de ferry à propulsion vélique, donc qui est porté par un Américain sur la traversée de la baie, qui justement prévoit des voiles rigides épaisses avec un système de petits ailerons qui permet de maintenir l'allure avec une angulation, une incidence prédéfinie
et avec les sautes de vent rapides dans la baie, de s'assurer que la voile se réoriente toute seule et éviter ainsi, faciliter la gestion vélique dans un cadre commercial de transport de ferry de passagers sur de courtes distances. Voilà. Donc c'est effectivement des choses développées. Une dernière question ou on s'arrête là? On est juste dans le temps. Non, vas-y. Juste un truc, les penons électroniques, là, les fameux penons électroniques, est-ce qu'on a une chance de les voir un jour sur nos voiliers de croisière ou enfin les voiliers de plaisance, je veux dire? Alors, si tu veux, c'est juste une question de portefeuille. D'accord, mais alors ça coûte combien à peu près? Alors là, je vais te renvoyer vers Dimitri Voisin qui s'occupe de ça chez Meragité. Je te donnerai une carte juste après. Pas de Dimitri, mais... bon, c'est quand même... c'est pas donné quand même, hein. En fait, c'est très simple, mais c'est breveté, donc maintenant je peux le raconter. C'est un vrai penon physique. Donc tu as dans ta voile le vrai penon que tu peux visualiser avec tes yeux, qui est accroché sur une jauge de contrainte, donc sur un petit capteur d'effort. Et on analyse dans un petit calculateur juste à côté de ce capteur, de la partie physique du capteur, on analyse et on transmet à un petit récepteur et après on utilise l'info. Alors on a développé un petit soft, mais à moyen terme on peut envoyer cette info dans n'importe quoi, un pilote automatique. Dans un pilote, ce serait intéressant. Et on est bien d'accord. ça arrive, on y travaille. Eh bien merci, j'espère que... Ah, encore une. C'est peut-être pas exactement en lien, mais vous parliez tout à l'heure de composite pour améliorer la légèreté, mais justement, est-ce que c'est pas extrêmement polluant, tout ce qui est fibre de verre et tout ça? Extrêmement. Il y a déjà du matériau composite, en tout cas fibre de verre, dans beaucoup de voitures. La légèreté, c'est un moyen d'aller chercher de l'économie à côté. Alors c'est polluant, bien sûr. Le moins polluant, c'est de moins consommer. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Il y a pas de... C'est un des grands reproches. Souvent, les gens nous disent « Oh, la voile, vous avez de la chance, c'est un truc écolo et tout. » Excusez-moi, mais non, on n'est pas écologique du tout, hein. On utilise des bateaux en fibre de carbone. La fibre de carbone, c'est des dérivés du pétrole, on le sait. Donc on est écologique, c'est-à-dire le bateau ne pollue pas quand il avance avec le vent qui souffle dans les voiles, mais ça s'arrête là. Donc il faut rester honnête, et effectivement, toute solution pollue. Hein, extraire du minerai pour en faire des tôles d'acier pour construire des bateaux ou des morceaux de mât ou n'importe quoi, ça pollue aussi, on est bien d'accord. Le but du jeu, c'est de trouver la moins mauvaise solution. Le rendement maximum, c'est de moins polluer, c'est de moins consommer, hein, tout simplement. Des jouets issus fabriqués à l'autre bout du monde, et j'en passe, c'est les meilleurs. J'ai appris cette semaine, par exemple, qu'il y a tellement de containers qui arrivent de ce pays-là, pour ne pas le citer, qu'en fait, ça coûte moins cher de laisser en Europe des containers vides que de les ramener là-bas pour les re-remplir. Et donc, ils construisent en permanence des nouveaux containers. Et ils font quasiment qu'un voyage. Oui, mais c'est une réalité économique. Quand il y a réalité économique, en général, il y a une réalité de pollution derrière. Aussi. Il faut vivre avec tout ça. Il faut essayer de l'optimiser, c'est tout. Merci.